Et salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo Mercato, une vidéo par jour, et bien évidemment, bah oui, vu l'actualité, avec l'Olympique de Marseille, on s'ennuie jamais et on a des rumeurs tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'on a à l'écran? La dernière en date, celle venant de Fabrizio Romano pour Kylian Sildilia. On va en parler en fin de vidéo. Mais voilà, bon, ça bouge énormément. Un récap du coup de toutes les infos qui sont tombées depuis hier. Encore une fois, un grand merci d'ailleurs pour votre suivi, regardez les vidéos. N'oubliez pas d'envoyer des likes, surtout voilà, pour les vidéos, c'est le meilleur moyen. Pour le référencement YouTube, voilà, je le dis pas souvent, mais c'est vrai que là j'en profite. N'hésitez pas voilà, à envoyer un petit like et un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de chaque vidéo. On va commencer, comme d'habitude, d'abord par les départs, et puis ensuite, on basculera sur les potentiels recrues. On va commencer, du coup, par le dossier Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui a été donc transféré du côté de l'OGC Nice. Alors voilà, l'Olympique de Marseille qui a fait un post en lui souhaitant bonne continuation. Bon, qu'est-ce qu'on retiendra de Jonathan Klaus? On va passer donc du coup au dossier suivant, le dossier de Paul Lopez. Donc voilà, Paul Lopez qui malheureusement ne va pas partir du côté de Com. Il va pour le moment rester là, en tout cas, hein, puisque Com a décidé de partir sur un autre gardien, Emile Audero. Mais du côté de l'Olympique de Marseille, le plan, comme l'indique Fabrizio Romano, c'est toujours de se débarrasser de Paul Lopez. L'autre chose qui a pu être sortie aussi du côté de Fabrizio Romano, c'est que l'Olympique de Marseille considère donc voilà, Paul Lopez comme hors du projet. L'OM continue à travailler sur sa sortie. L'accord avec Com du coup a été modifié au dernier moment par Com, qui a demandé à ce que l'OM prenne une partie du salaire, et puis aussi une demande au niveau du joueur. Bon, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas, voilà. Ça a changé un peu les plans. Alors, bon, est-ce que c'est de la com? Parce qu'en fait, en réalité, c'est plus le fait que l'OM bloquait le joueur qui était problématique. Bon, on saura, je pense, jamais trop le fin mot de cette histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors, je vous l'ai pas mis à l'écran parce que j'ai pas retrouvé le tweet, mais du côté de l'Olympique de Marseille, voilà ce qui est demandé au niveau des clubs qui souhaiteraient acheter Paul Lopez. Voilà, on aimerait un transfert entre 5 et 8 millions d'euros, ce qui était plus ou moins l'accord avec Com. Donc voilà, il y a toujours des pistes. Malgré tout, il avait eu des offres hein, de clubs espagnols et de clubs italiens aussi. Donc bon, du côté de l'OM, je pense pas qu'on s'inquiète plus que ça. À mon avis, il y a une possibilité malgré tout qu'il puisse partir d'ici la fin de la saison. Le gros dossier par contre, évidemment côté départ, on en a déjà parlé hier, mais c'est Crystal Palace qui du coup va acheter Ismail Assar. Tout est bouclé entre les deux parties. Là, Ismail Assar doit voyager aujourd'hui du côté de l'Angleterre justement pour faire sa visite médicale. Voilà, donc on est sur un transfert de 15 millions d'euros plus 1 million de bonus. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un pourcentage à la revente. Pour tout vous dire, je n'ai pas forcément trop eu le temps de me renseigner. Mais voilà. En tout cas, c'est une bonne nouvelle puisque c'est quand même une belle économie hein, entre lui et Jonathan Klaus. Donc on est sur quasiment 20 millions d'euros de transfert et puis on économise à peu près 700 000 euros, un peu moins de salaire. Donc c'est quand même très intéressant, très très intéressant par rapport à ça. Du côté de la Provence, on nous a fait un petit article ce matin en nous parlant des indésirables. Alors on nous a mis un peu tout le monde dedans. Alors Gigot n'est pas cité, mais
Je crois qu'il fait quand même partie de tout ça. Et Paul Lopez aussi. Alors, si, Paul Lopez, pardon, il est là. Mais en tout cas, voilà, que maintenant, ces joueurs-là s'entraînent avec l'équipe réserve. Alors qu'à les dirigeants n'ont pas apprécié que certains d'entre eux refusent des offres qui, selon eux, étaient intéressantes pour toutes les parties. Bon, alors après, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'effectivement, il y a une volonté un petit peu du club de mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Si ça sort aussi, c'est que les agents, très clairement, ont discuté avec la presse, et notamment la Provence, pour faire sortir un peu ça. Bon, après, tout ce qui est blocage potentiel par rapport à, on va en parler après, mais par rapport à d'autres crues, ça peut être le cas pour potentiellement Verretou et Kondogbia, d'ailleurs, qui n'est pas cité dans ce cas-là, parce que Kondogbia est encore un cas un peu différent, j'ai l'impression. Mais cette histoire de blocage, faut relativiser. On voit que le mercato il avance, on voit que au niveau de recrues, ça pose pas trop de problèmes. Donc, non, pour le moment, moi, des retours en plus que j'ai, c'est pas forcément problématique. Par contre, effectivement, voilà, du côté de ces joueurs-là, on les met un petit peu vraiment avec l'équipe réserve pour leur faire bien comprendre que c'est terminé avec l'Olympique de Marseille. Bon, Ismail Assar, lui, est cité, mais ne fera bientôt plus partie du club. Donc voilà, en fait, en tout cas au niveau des départs, pas plus d'informations au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire à 13h. On verra en fin de vidéo s'il y a des choses qui sont tombées entre-temps, mais pour le moment, on en est là. Au niveau des arrivées potentielles, on a eu une petite rumeur qui est sortie ce matin. C'est que l'OM serait intéressé par Robert Renan, 20 ans, défenseur central, du Zénith Saint-Pétersbourg, que Rennes, Beşiktaş et Porto sont également sur le dossier. Très belle photo de notre ami brésilien. Alors, petite fiche quand même pour le présenter. Alors là, ce qui m'étonne un petit peu par rapport à ça, c'est qu'actuellement, il est prêté en fait au Brésil, hein. Il est prêté à l'International jusqu'à décembre 2024. Donc à voir si ce prix peut se casser pour éventuellement rejoindre l'Olympique de Marseille dès cet été. Il a donc 20 ans. Actuellement, au niveau du Brésil, en championnat, il a joué 50% des matchs en tant que titulaire. Voilà, c'est pas un titulaire indiscutable. Bon, je vous avoue que cette piste-là m'étonne un peu. Il est brésilien, il n'a pas de double nationalité, donc ça serait une place extra-communautaire qui serait prise. Bon, voilà. Je pense que pour le moment, c'est juste, à mon avis, une petite prise de renseignement, voire même un jeu d'agent par rapport à cette piste-là. J'ai pas plus d'infos, hein, pour tout vous dire. Mais de mon point de vue, je n'y crois pas des masses. Voilà. Je sais pas. Après, si jamais, évidemment, cette piste doit être confirmée par des comptes référencés, style Romano, Di Marcio, etc. À ce moment-là, on en reparlera, mais pour le moment, voilà. En tout cas, par rapport à cette piste de Robert Renan. Petite info par rapport à Etienne Ketcha, dont je vous ai parlé hier, c'est que les négos sont toujours en cours et que l'OM souhaite un prêt avec option d'achat. Le montant total serait aux alentours de 25 millions d'euros hors bonus. Voilà un petit peu ce qu'il en ressort. Voilà, c'est long. Je vois les commentaires de certains, voilà, notamment disant que ça fait 3 semaines qu'on nous dit ça. Bon, après, moi, je vous donne aussi les infos que j'ai par rapport comment dire, à ça. Voilà, l'exemple de Carboni, Carboni ça va se décanter. On va en parler juste après. Chaque dossier a sa temporalité, donc il faut respecter ça et simplement, voilà, moi, les infos que je peux vous dire, c'est que ça continue de négocier, c'est pas du tout mis en stand-by. Après, Arsenal, voilà, les négociations sont serrées, c'est compliqué. Arsenal ne lâche pas grand-chose, malgré les bonnes relations entre les deux clubs. Donc ça reste un dossier, malgré tout, qui prend du temps et qui a quand même il y a bon espoir, hein, du côté du club que ça se réalise. D'ailleurs, Fabrizio Romano en a parlé légèrement hier en parlant de la piste carbonique qui va venir juste après. Donc voilà. Mais en tout cas, par rapport à Eliane Ketcha,
On en est là. Il est parti du côté d'Arsenal. Il est parti aux États-Unis pour faire la tournée de préparation avec Arsenal. Bon, voilà. Donc, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, les négociations sont toujours en cours. Du côté de... Alors, il y a eu de grosses infos hier, évidemment. Valentin Carboni et Kylian Sindila. On va commencer par Carboni avec Fabrizio Romano, donc, qui nous indique que tout simplement, voilà, l'OM fait pression pour négocier la signature de Carboni. Il est très proche, et pour parler, c'est en cours sur un prêt avec une clause d'option d'achat et une clause de rachat de l'Inter. Ça, c'était la première info qui est tombée. Et Fabrizio Romano qui a poursuivi en nous indiquant tout simplement que la proposition envoyée à l'Inter concerne donc un accord avec une option d'achat à 36 millions d'euros et que l'Inter aurait une clause de rachat de quelques millions d'euros supplémentaires pour garder, on va dire, le contrôle du joueur. Alors cette clause de rachat, cette clause de rachat, je vous en avais déjà parlé. Moi, j'étais très étonné que l'Inter lâche le joueur comme ça, sans rien. Donc, je suis absolument pas surpris de cette clause de rachat. Alors, certains sur Twitter, les réactions étaient globalement assez négatives et j'en suis quand même très surpris. Beaucoup ont le prisme du côté économique de ce transfert et très peu de personnes finalement parlent du sportif. Alors, c'est vrai que c'est un joueur qu'on a peu vu jouer ou quasiment pas vu jouer. Mais en tout cas, on reste sur un joueur. On sait que Roberto De Zerbi, c'est la piste numéro 1 pour lui. C'est lui qui veut absolument. Donc je pense qu'il faut faire un minimum confiance à un moment donné aussi à l'entraîneur que l'on a. S'il le veut, c'est que c'est un bon joueur. Après, à lui de progresser. Il a un potentiel assez énorme. Donc voilà. Après, concernant le prêt, c'est vrai que c'est un prêt payant. Alors, les montants, il faut encore se les faire confirmer parce que même les 36 millions d'euros, moi, j'ai pas tout à fait ça. Pour tout vous dire, moi, j'avais un prêt payant de 2 à 3 millions avec une option d'achat aux alentours des 32 et une clause de rachat de l'Inter aux alentours des 40 millions d'euros. Donc, la bascule financière ne serait pas énorme si jamais l'Inter voudrait le racheter pour le revendre ou pour le récupérer tout simplement. Après, ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est que si l'OM le revend, malgré tout, d'un point de vue comptable, et ça après, bon, Julien par exemple pourra très facilement vous en parler, mais d'un point de vue comptable, c'est le genre d'opérations qui peuvent être intéressants, notamment au niveau du fair play financier, de la DNCG, etc. Je vous rappelle brièvement, voilà, par exemple, l'échange qu'on a pu avoir entre Tonga et Ake. Voilà, on savait que c'était pas sportif, c'était juste pour que dans les comptes on puisse se remettre à quelque chose d'intéressant. Si jamais vous avez besoin d'explications, on essaiera de vous expliquer ça avec Julien, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut plus voir ça comme un prêt, effectivement. La prise de risque de l'Olympique de Marseille, financièrement, elle est pas énorme, hein, parce que ça reste un prêt payant entre 2 et 4 millions d'euros. Si ça échoue, écoutez, ça repartira du côté de l'Inter et voilà. Et puis si ça marche, vu l'importance du joueur et vu le poste qu'il va occuper, si ça marche, ça veut dire que l'Olympique de Marseille va fonctionner et que donc l'Olympique de Marseille aura de grandes chances d'être sur le podium. En fait, c'est cette vision-là, je trouve, qui a manqué énormément hier dans les différentes réactions, c'est-à-dire oui, effectivement, financièrement, bon, on se dit qu'en fait, on va pas réussir à gagner de l'argent sur lui, mais l'argent, on va le gagner différemment. C'est-à-dire que si ce garçon-là explose véritablement chez nous, il devient un crack, comme que ça le soit. L'OM va se qualifier en Ligue des Champions grâce à lui. L'OM pourrait potentiellement gagner une Coupe de France. Enfin, voilà, si ce joueur-là devient vraiment très très bon, l'Olympique de Marseille passera un cap, c'est automatique, parce que c'est un numéro 10. Et le numéro 10 au niveau du système de Zerbi, ça reste quand même un élément hyper important. Donc, voilà, c'est moi quelque chose dont je voulais mettre en avant aujourd'hui, c'est que, ok, financièrement parlant, c'est peut-être pas l'opération du siècle pour l'Olympique de Marseille, mais en fait, l'argent, on va le gagner autrement. C'est-à-dire que les revenus de la Ligue des Champions seront très intéressants pour nous. N'oublions pas, encore une fois, qu'on est sur une saison sans Coupe d'Europe et qu'on arrive à faire tous ces joueurs-là, les Greenwood, les Hülbert, Carboni sans Ligue des Champions, reprendre Roberto De Zerbi.
enfin, c'est quand même assez incroyable si on se rappelle, enfin, même si on retourne il y a un mois auparavant, jamais on n'aurait pensé qu'on puisse faire un mercato comme celui-là. Donc, j'ai trouvé hier les réactions assez disproportionnées négativement. Voilà, moi je trouve que ça manque de positivité dans ce dossier. Euh, Sans doute le fait qu'on connaît mal le joueur, mais voilà, au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire confiance un petit peu à Roberto De Zerbi par rapport à ce dossier. En tout cas, ce que nous dit aussi la Provence par rapport à Valentin Carboni, c'est qu'il sera en concurrence avec Amin Harit si sa venue se concrétise. Bon, autant vous dire qu'il sera titulaire et qu'Amin Harit ira sur le banc, hein, ou en tout cas, je pense qu'il y aura une majorité des matchs qui sont joués par Carboni et puis le reste par Amin Harit. Amin Harit qui peut aussi jouer sur un côté, sur le côté gauche notamment, c'était son poste lorsqu'il évoluait en Allemagne. Donc voilà, Harit a aussi la possibilité d'être polyvalent, même si l'avenir d'Amin Harit n'est pas non plus scellé dans le marbre, hein. Il y a la possibilité qu'il puisse partir, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà, du côté d'Uriel Lucht, qui est un journaliste argentin, on parlait du coup d'avancées significatives du côté de Carboni. Donc ça peut confirmer tout ça. Et surtout, petit quand même point intéressant, c'est que l'OM est proche de clôturer le retour d'Alexis Sanchez. Pardon. Ça, c'était un petit peu l'information qui nous a mis en loose day dans le deal, dans le tweet. Alors bon, la piste d'Alexis Sanchez, vous la connaissez, ça fait un moment qu'on en parle. Elle a été très très chaude il y a une quinzaine de jours, elle est beaucoup plus tiède aujourd'hui. Pour une raison assez évidente, alors Foot Mercato a fait un article aujourd'hui sur lequel je suis à moitié d'accord avec eux, puisque en fait, l'OM pense à un retour d'Alex Sanchez, mais ça s'annonce complexe à cause des émoluments du Chilien, des indésirables qui retardent le départ et ralentissent d'autres dossiers et de la place extra-communautaire qu'il occuperait. Moi, ce que je dis réellement par rapport au dossier, c'est que le réel frein aujourd'hui, on me l'a encore confirmé, c'est que dans le dossier Sanchez, c'est la place d'extra-communautaire parce que effectivement, il n'a pas de passeport italien, ce qui pourrait être le cas vu le nombre d'années qu'il a passé en Italie. C'est quand même étonnant qu'il n'a pas cette double nationalité. Et ce que j'explique simplement, c'est que sur le salaire, les premières demandes des agents de Sanchez n'étaient pas non plus exorbitantes. Il ne faut pas non plus croire qu'avec Sanchez va réclamer un salaire de fou furieux. Et concernant les indésirables, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce que veut dire Foot Mercato, puisque on le voit, on a vendu Jonathan Klaus, on est en train de vendre Ismail Assar, les autres dossiers avancent, Samuel Gigot, malgré tout, ça va avancer. D'ailleurs, entre parenthèses, Foot Mercato a annoncé hier que il avait refusé une offre du Stade Rennais. On m'a confirmé que c'était complètement faux. Après, est-ce qu'il y a un intérêt du Stade Rennais? Peut-être, ça je sais pas, mais en tout cas, une offre à proprement parler, il n'en a pas refusé. Voilà, pour être clair et net par rapport au dossier Samuel Gigot. Ensuite, il y a d'autres dossiers qui peuvent être un peu plus embêtants, si le Verretou, effectivement, qui a un gros salaire, mais en tout cas, voilà, c'est pas les indésirables aujourd'hui qui bloquent le mercato, qui bloqueraient une arrivée de Sanchez. Véritablement, le vrai problème autour d'Alex Sanchez, c'est la place extra-communautaire, parce que là, c'est vrai que on commence à être full. Il y a toujours la piste Wang qui est aussi là, un petit peu, dont on parle plus trop, mais qui est compliqué, hein, puisqu'il y a beaucoup d'intermédiaires dans ce dossier, et donc c'est pas simple. Mais voilà, il faut penser qu'aujourd'hui, il y a encore d'autres possibilités. Donc voilà, moi je pense réellement qu'aujourd'hui, c'est plus cette place extra-communautaire qui est problématique. On passe aussi au gardien, potentiellement. Est-ce qu'on ne prendrait pas un gardien avec une place qui prendrait une place extra-communautaire? Et dans ce cas-là, effectivement, il faudrait faire partir Murillo ou Luis Enrique. Voilà, c'est plus à ce niveau-là qu'il y a un souci aujourd'hui que contractuellement parlant, ou aujourd'hui, si véritablement il y avait un problème, je vous le dis, s'il y avait un problème au niveau du salaire du Chilien, l'OM aurait déjà coupé court à tout ça, ce qui n'est pas le cas puisque les échanges continuent entre les deux parties. Donc non, non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça voilà, c'est une information qui, en tout cas de mon côté, que je ne confirme pas. Voilà, pour dire les choses comme ça. En tout cas, voilà par rapport au dossier Alexis Sanchez. Et le dernier dossier, c'est évidemment l'info que nous a sorti Benjamin Carrez du Parisien,
Euh, Comme quoi l'OM donc ciblerait le latéral français Kylian Sildilia. Alors il est actuellement aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Il y a un intérêt réciproque du joueur qui a déjà échangé avec Roberto De Zerbi et Mehdi Benassia. Du côté de Fabrizio Romano, on a tout de suite confirmé en citant la source, hein, le Parisien. Voilà, c'est bien quand les journalistes mercato citent les sources, hein, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, donc l'OM a envoyé une première proposition à Fribourg. Le joueur en tout cas veut venir. Ça a été confirmé. Les discussions sont toujours en cours et on souhaite vraiment faire le joueur. Du côté de Fabrizio Romano, on a encore tweeté ce matin par rapport à ce dossier-là en disant que les agents travaillent justement pour résoudre la situation parce que le joueur ne veut pas être perturbé pendant qu'il est aux Jeux Olympiques. Donc l'OM attend bientôt la réponse de Fribourg par rapport à cette première offre. Alors on n'a pas de chiffres, bon aujourd'hui j'en ai pas, hein. Très clairement c'est compliqué de se faire confirmer les chiffres dans un dossier aussi complexe. Enfin complexe non, mais en tout cas un dossier qui est frais comme ça, donc ça prend du temps. Sans doute que les chiffres sortiront à ce moment, bien avant. Mais en tout cas, voilà, c'est un dossier et une piste intéressante. Je vais vous le présenter assez rapidement. Voilà, Kylian Sedilla, donc qui évolue à Fribourg, qui sort d'une saison quand même assez intéressante. Il a fait 38 matchs au total, 25 matchs de Bundesliga et 9 matchs d'Europa League. En Bundesliga, donc sur 31 matchs possibles, il en a eu 20 en tant que titulaire. Donc voilà, bon, il a été suspendu, il a été des fois sur le banc, mais en tout cas, voilà, il a été titulaire. Au niveau de l'Europa League, sur 10 matchs qu'a joué Fribourg, il a été titulaire 7 fois. Donc voilà, là aussi, c'est assez intéressant. Alors vous voyez, c'est un joueur assez polyvalent. Là, il est marqué, il est un petit peu noté sur un peu de partout, mais c'est un joueur voilà, qui a surtout joué sur le poste de latéral droit, qui est en capacité évidemment de jouer aussi axe central. Avec l'équipe de France, si j'ai bien compris, j'ai pas regardé le match d'équipe de France, mais j'ai cru comprendre qu'il a joué un poste de latéral droit. On le voit depuis le début de la préparation que ce poste de latéral droit, défense centrale, il est pris aujourd'hui par Bamo Meïté. Mais c'est un peu à contre-nature. Hein. Meïté n'est pas forcément un joueur non plus de couloir. S'il dit là, lui, correspondrait parfaitement un petit peu à ce qui est recherché. Et ce qui est d'ailleurs aussi assez étonnant, c'est que je le salue parce que j'ai fait sa découverte hier et j'ai pu discuter avec lui. C'est Mathis Segheto qui est un analyste vidéo que vous pouvez retrouver sur Twitter et je vous invite à le suivre, qui avait fait un portrait justement des potentiels remplaçants de Jonathan Klaus et surtout par rapport aux besoins de Roberto De Zerbi sur ce poste un petit peu de latéral droit. Qu'est-ce qu'il attendrait? Et il avait mis en premier Kylian Sildila. Donc ça c'est quand même assez intéressant en disant de lui, voilà, je vais vous le lire, que c'est un joueur polyvalent de 1m86, il a des capacités athlétiques impressionnantes, c'est une menace contenante d'abord sur les coups de pied arrêtés, techniquement il est à l'aise, il sait tirer les jeux avec des passes longues, il joue calmement sous la pression, etc. Donc voilà, ça peut être très, très intéressant par rapport à ça. Alors, je crois pas qu'il ait 20 ans, pardon, je crois qu'il a 22 ans, hein, parce il est né en 2002, il me semble. Hein. Si déjà affiche, donc déjà, je vais juste vérifier ça juste après. Bon, voilà, je vous laisse lire la suite de la description. Donc voilà, ça c'était un premier élément. Je vais juste revérifier quel âge il a, mais il me semble voilà, il a 22 ans, c'est ça. Donc voilà. Je vous ai fait des petites comparaisons simplement statistiques par rapport à ces lits-là pour que c'est toujours bien d'avoir ce genre de vision. Alors j'ai pris sur la dernière année, voilà, sur les 365 derniers jours, sur les 5 plus gros championnats, il est comparé à tous les latéraux donc des 5 plus gros championnats. Voilà. C'est toujours à prendre en compte. Il faut voir aussi, il faut vous relativiser par rapport au temps de jeu. On a vu que c'était pas non plus un titulaire indiscutable, même s'il a eu un vrai temps de jeu. 2400 minutes, c'est quand même bien. Donc voilà. Et on voit quand même que au niveau du graphique, c'est assez complet. Alors il y a des éléments évidemment où on y est un peu moins, mais en tout cas, on voit que sur la partie défensive, on est quand même bien précis.
Je rappelle, plus la barre est remplie, donc plus le chiffre est important, plus il est haut dans le classement, on va dire, statistique, par exemple sur les dégagements, voilà, il est dans le top 22% de tous les latéraux dans les 5 plus gros championnats européens. Voilà. Balle contrée dans le top 20%, etc. etc., etc. Donc voilà, au niveau de la possession, on voit que il touche quand même pas mal de ballons, qu'il tente pas mal de passes. Après, voilà, c'est évidemment un joueur à polir, donc il y a des choses à voir. Mais voilà, c'est quelqu'un qui tente, par exemple, des passes progressives, donc il tente de casser des lignes au travers de ses passes. Donc voilà. Deuxième graphique voilà, que j'ai voulu vous mettre, c'était notamment pareil, notamment plus orienté sur le côté vraiment les stats qui importent pour tout ce qui est latéraux. On voit qu'il n'hésite pas à centrer dans la surface de réparation. Après, en termes de centre, c'est qu'il n'en fait pas beaucoup parce que c'est un latéral qui ne va pas non plus énormément monter. Hein. Ça reste quand même aussi un profil défensif. Voilà, alors après, voilà, l'apport offensif est assez limité. Par contre, défensivement, on voit quand même que c'est plutôt solide. Et puis, je vous ai fait aussi une petite comparaison pour finir avec Amir Murillo. Voilà, où on voit les deux profils un peu différents, mais finalement, voilà, des profils qui pourraient se compléter. J'ai pris Amir Murillo, j'aurais pu vous prendre Bamba Meïté, on verra par la suite. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ce jeune joueur, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça peut être un joueur intéressant? À quel prix vous pensez qu'on peut y aller? Sa valeur marchande, je vais aller regarder, elle est à 15 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2026, donc il lui reste 2 ans de contrat. Donc voilà, ça peut être un joueur intéressant au niveau de son parcours. Il est passé notamment, il a été formé du côté du FC Metz et très 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 jeune en fait, très rapidement il est parti du côté de Fribourg en Allemagne. Et on voit que tout simplement voilà, on voit sa progression au fur et à mesure. Aujourd'hui il a 22 ans, il a une valeur marchande à 15 millions d'euros, donc voilà c'est un joueur qui a montré, qui a prouvé, qui est aujourd'hui en équipe de France olympique. Donc voilà, ça peut être un profil assez intéressant en tout cas. Écoutez, j'avais pas forcément prévu de regarder l'équipe de France des JO, mais je vois qu'il joue demain à 21h, donc peut-être qu'on regardera ça. Voilà, on regardera ça. D'ailleurs, demain aussi, il y a évidemment le match amical entre l'OM et Pau. Voilà. On va faire un dernier rafraîchissement pour voir un petit peu est-ce que des choses sont tombées au niveau du mercato. Voilà, non, rien de spécial. On voit que David Derrea pourrait partir du côté de Genoa. Ça fait une piste en moins du côté pour Paul Lopez, malheureusement. Voilà. Après, alors écoutez, pour ce qui est des dernières infos, je peux vous glisser quand même un petit quelque chose. Alors, je ne l'ai pas tweeté, je comptais pas forcément le tweeter parce que j'en ai déjà parlé, mais ce que je peux vous dire, pourquoi je dis ça, parce que ça me fait penser simplement à cette info-là que j'ai vue, c'est le dossier de Neil El Anaoui, qui est un Lensois, donc il devait partir du côté de l'AS Monaco. Et en fait, le transfert ne va pas se faire. Il va, comment dire, le Monaco voilà, devait l'acheter 18 millions d'euros et finalement donc c'est annulé. Du côté de Lens, c'est quand même un problème parce que c'était une vente qui était programmée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça relance un petit peu de ce qu'on m'a dit ce matin, ça relance la piste Brice Samba du côté de l'Olympique de Marseille. C'est l'OM qui est revenu un petit peu à la charge apparemment par rapport à Brice Samba, avec une offre aux alentours des 15 millions d'euros. Et du côté de Lens, étant donné que voilà, on le sait, Lens a besoin de vendre. Lens serait un petit peu plus ouvert à la vente du joueur aux alentours de 15 millions d'euros. Donc c'est à voir. On verra si quelque chose sort par rapport à ça. Moi, j'essaie de travailler encore aussi le dossier. Mais voilà ce que je peux vous dire. C'est pas totalement fini. Alors il y a la piste de Wellenreuther qui est sortie. Je crois que Mathieu Grégoire, il me semble, de l'équipe, a dit que en parallèle de la piste de gardien allemand, il y avait 2 autres pistes
aussi sur lequel travaille l'Olympique de Marseille. Voilà, alors pour moi, deux infos que j'ai, c'est que, alors je sais pas si Mathieu Grégoire le compte dedans, mais en tout cas, la piste Brissamba n'est pas du tout refermée du côté de l'Olympique de Marseille, bien au contraire. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà. Je vais vous laisser du coup avec, hop, allez, la petite photo de Valentin Carboni qui devrait être du coup notre prochaine recrue. Normalement, ça devrait se boucler d'ici ce week-end. Je vous souhaite en tout cas un bon vendredi. Si jamais il y a des infos évidemment qui tombent, écoutez, demain on essaiera de faire une petite vidéo, ou sinon dimanche on essaiera de faire une vidéo qui compile à la fois un résumé, un débrief du match OMPO, pardon, et puis évidemment les dernières infos que l'on aura. Je vous souhaite donc du coup un bon vendredi, un bon week-end, un bon match demain. Et puis surtout, allez l'OM! Allez, ciao tout le monde.